Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de démarrer ce petit déj QVT consacré aujourd'hui à la promotion interne. Je suis Gilles Renler, le directeur du centre de gestion du Haut-Rhin et je suis accompagné par Rose Wildemann, responsable de notre service gestion des carrières. Et Bonjour à toutes et à tous. donc, dans le cadre de ce format que vous connaissez sans doute maintenant, donc de Petit Déj QVT, nous allons donc aborder aujourd'hui le sujet de la promotion interne. Promotion interne qui est d'actualité un petit peu à deux titres. Le premier, c'est que tout simplement, nous avons actuellement ouvert la session 2022 de la promotion interne. Les inscriptions sont actuellement en cours. On y reviendra tout à l'heure. Et c'est aussi l'occasion d'avoir un premier retour après un an d'application des nouvelles dispositions consacrant la promotion interne et notamment l'application des lignes directrices de gestion qui sont entrées en vigueur et qui continuent bien entendu à s'appliquer, sur lesquelles nous reviendrons également. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré, qui pourra être rediffusé à l'issue, à ceux notamment qui n'auront pas eu l'occasion d'y assister. Nous allons donc voir au cours de cette session les éléments suivants. Nous allons tout d'abord reprendre la définition de ce qu'est la promotion interne. Nous verrons ensuite comment sont déterminés le nombre de postes qui sont accessibles à cette voie d'avancement. Nous évoquerons également les conditions d'éligibilité, c'est-à-dire les conditions qui permettent de bénéficier de la promotion interne. Ensuite, comment faire pour proposer un agent, proposer un fonctionnaire à la promotion interne. Comment ensuite est examinée, appréciée la candidature, les candidatures des agents qui sont proposés. Et puis ensuite, quelle est la suite, c'est-à-dire la phase de nomination qui peut intervenir après la promotion interne. Et enfin, nous évoquerons quelques chiffres qui viendront illustrer la promotion interne. Vous aurez bien entendu la possibilité de nous poser vos questions via la conversation. Nous y reviendrons ensemble de toute façon à l'issue de l'exposé, mais si également en cours d'exposé selon les différentes parties, nous repérerons un certain nombre de questions qui sont en lien avec la partie, on tâchera éventuellement d'y répondre tout de suite, mais en tout état de cause, on reprendra l'ensemble des questions à l'issue, à la fin de l'exposé. Je vous propose de démarrer sans plus attendre sur le premier élément, à savoir la définition de la promotion interne. Qu'est-ce que c'est? Puisque c'est important de le rappeler. Il s'agit d'un mode de recrutement qui est dérogatoire au recrutement par concours, puisque je vous rappelle que le principe de recrutement dans la fonction publique, c'est bien la voie d'accès par le concours, alors qui connaît un certain nombre de dérogations que vous connaissez, avec notamment les recrutements sur les premiers grades par accès direct, mais avec aussi la promotion interne. Et il s'agit donc d'un mode de recrutement dérogatoire puisqu'il permet d'accéder à un cadre d'emploi supérieur. Alors, évidemment, c'est un mode de recrutement qui est ouvert aux agents, donc, qui sont déjà titulaires, mais qui permet d'accéder à un cadre d'emploi de la catégorie hiérarchique supérieure. La promotion interne, comme le concours, se traduit par l'inscription sur une liste d'aptitudes. Ce qui signifie que, comme pour le concours, dès lors que le fonctionnaire a été proposé, qu'il en remplit les conditions et qu'à travers le processus d'examen des candidatures que nous verrons tout à l'heure, il a été retenu, il est inscrit sur la liste d'aptitudes, et ceci pour une durée de 4 ans, on le verra tout à l'heure, ce qui lui donnera vocation à être nommé au cadre d'emploi supérieur, mais sur décision d'une autorité, pas nécessairement de la sienne, on le verra aussi. Pour bénéficier de la promotion interne, il faut être proposé
par son autorité. Et ensuite, les candidatures seront examinées en tenant compte des lignes directrices de gestion spécifiques à la promotion interne qui auront été établies soit par le président du centre de gestion concernant les collectivités qui lui sont affiliées, soit par l'autorité directement d'une collectivité non affiliée au centre de gestion. Je rappelle juste que les collectivités qui emploient plus de 350 agents titulaires à temps complet ne sont pas affiliées au centre de gestion. Donc voilà, un processus dérogatoire au concours, alors qui peut susciter évidemment beaucoup d'attentes ou d'intérêt, puisque on le voit, c'est une voie qui permet, sans avoir à devoir passer le concours, avec tout ce que cela peut impliquer en termes de préparation, de passer des épreuves, de pouvoir finalement, de manière apparemment plus facile, accéder au cadre d'emploi supérieur. Pour autant, nous allons constater que ce n'est pas aussi évident, et sans doute vous l'avez vous-même déjà constaté si vous avez proposé des agents à la promotion interne, puisqu'au final, il y a assez peu de nominations qui peuvent intervenir. On va le voir pourquoi dans quelques instants. Alors, le premier élément qui est un élément principal concernant la promotion interne, justement, eh bien, c'est la manière dont sont déterminés le nombre de postes, c'est-à-dire le nombre d'agents qui vont pouvoir bénéficier de la promotion interne pour une session donnée. Alors, pour faire le parallèle, lorsqu'on ouvre un concours, on procède à un recensement auprès des collectivités, ce qui permet finalement d'identifier les besoins et de déterminer un certain nombre de postes qui vont être ouverts au concours. Ce nombre de postes va déterminer ensuite le nombre de candidats qui pourront être admis au concours du moment que les résultats sont suffisants. Eh bien, pour la promotion interne, c'est un autre mécanisme qui est en place et qui repose sur celui de ce qu'on appelle des quotas. La réglementation va prévoir, encadrer le nombre de postes qui peuvent être ouverts à la promotion interne et de la manière suivante. Pour chaque cadre d'emploi, les statuts particuliers, donc les textes qui viennent régir le fonctionnement de chaque cadre d'emploi, celui des rédacteurs par exemple, eh bien, va déterminer comment on va fixer ce quota. Et c'est un quota qui s'effectue par rapport au nombre de nominations qui interviennent par ailleurs dans le cadre d'emploi. En l'occurrence, pour la plupart des cadres d'emploi à l'heure actuelle, eh bien, pour 3 nominations qui sont intervenues dans l'ensemble des collectivités, alors qui sont affiliées au centre de gestion nous concernant, on peut ouvrir un poste au titre de la promotion interne. C'est-à-dire que dès lors que l'on a 3 nominations qui interviennent, après réussite au concours, par mutation, par détachement, etc., toutes les autres voies de nomination, dès lors que l'on en enregistre 3, à ce titre, on peut ouvrir un poste au titre de la promotion interne. Alors le premier élément qu'on peut déjà relever, c'est que mathématiquement, ça va être lié au nombre de nominations. Donc évidemment, dès lors qu'il y a un nombre limité de nominations, il y aura mécaniquement un nombre limité de postes qui pourront être ouverts à la promotion interne. Cela va être notamment en fonction du nombre de mouvements et donc un petit peu de la proportion de l'effectif du cadre d'emploi qui est concerné. Plus, évidemment, vous avez un cadre d'emploi qui est représenté dans les collectivités avec un nombre important d'agents. Nécessairement, cela va impliquer un certain nombre de mouvements, mutations, nominations, etc., de manière plus importante, et donc avec un nombre de postes qui peut être plus important. Alors attention, quand je dis plus important, évidemment, je tout de suite des réserves, c'est extrêmement relatif, on va le voir.
En revanche, les cadres d'emploi qui ont des effectifs faibles, qui sont peu représentés, évidemment, ce quota sera plus difficilement atteint sur une période donnée et qui peut même être égal à 0 s'il n'y a eu aucune nomination, hein, ce qui peut arriver, ou alors un nombre insuffisant, inférieur à 3, pour pouvoir dégager au moins un poste à ouvrir au concours. Alors, justement pour prévoir ce type de situation, la réglementation a prévu un certain nombre de règles dérogatoires à cette fixation de quotas. C'est-à-dire qu'on peut retenir un autre chiffre pour déterminer le nombre de postes qui sont accessibles par la voie de la promotion interne. La première, c'est que, de manière alternative, on peut appliquer la même proportion, donc en l'occurrence 1 pour 3, mais cette fois-ci à 5% de l'effectif du cadre d'emploi, lorsqu'on peut arriver à un nombre de postes plus élevé que par l'application de la règle principale, si je puis dire, des quotas. Donc si, par exemple, on a un nombre de nominations, admettons, hein, assez faible qui fait que l'on n'a pu ouvrir que 2 postes de manière normale, si je puis dire, il se peut qu'en appliquant à un tiers, si finalement de 5% de l'effectif, on peut arriver peut-être à 4 postes ouverts, accessibles à la promotion interne. Et dans ce cas-là, c'est ces postes-là que l'on va retenir. Malheureusement, et ce qui rejoint ce que je disais aussi il y a un instant, pour les cadres d'emploi à faible effectif, même cette règle dérogatoire peut, malgré tout, toujours aboutir à un nombre de postes égal à 0. Puisque dès lors que, par exemple, vous avez certains cadres d'emploi qui ont peut-être moins d'une vingtaine d'agents, hein, ça peut arriver sur l'ensemble du département, en tout cas parmi les collectivités affiliées au centre de gestion, et bien même en appliquant cette règle dérogatoire, on n'arrive pas à un chiffre entier permettant d'ouvrir au moins un poste. Et donc dès lors, il y a encore une autre règle dérogatoire alternative qui peut être mise en œuvre, et qui prévoit que lorsque on n'a pas pu ouvrir justement pour l'ensemble de ces raisons un nombre de postes pendant une période d'au moins 4 ans, eh bien à ce moment-là, on peut procéder à au moins une inscription sur la liste d'aptitude, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir au moins un poste à la promotion interne, si il y a au moins eu sur la période une nomination, au moins un recrutement qui est intervenu dans un autre mode. Et là aussi, il n'est pas toujours évident et de loin pas systématique que cette règle puisse aussi jouer, et puisque un petit peu pour toujours les mêmes raisons, même sur une période de 4 ans, il n'est pas toujours évident d'enregistrer ou de constater qu'il y ait eu au moins une nomination, au moins un recrutement intervenu et qui permettrait d'ouvrir un poste. Ce qui explique que pour un certain nombre de cadres d'emploi, il peut y avoir des périodes parfois assez longues au cours desquelles nous n'avons pas la possibilité d'ouvrir de postes à la promotion interne. L'autre élément qui peut avoir une incidence sur la détermination de quotas, c'est que l'ensemble des nominations, hein, des mouvements qui sont pris en compte pour déterminer ce quota, ne sont que, vous l'aurez compris, les modes de recrutement qui concernent les agents titulaires. Donc l'ensemble des recrutements qui s'effectuent par voie contractuelle n'entrent absolument pas en ligne de compte pour déterminer des quotas. Je l'indique parce que c'est un élément qu'a évoqué le ministère de la fonction publique, saisi hein, de cette problématique parfois de difficulté d'ouvrir des postes à la promotion interne,
et qui a évoqué l'éventualité, mais qui n'est pas du tout encore confirmée, de prendre en compte les recrutements de contractuels pour déterminer des quotas, ce qui peut notamment arriver sur certains cadres d'emploi où on recherche des qualifications particulières, des spécificités que on aura des difficultés à retrouver parmi des personnes qui sont des agents qui sont déjà titulaires ou lauréats de concours. Ce qu'il faut retenir aussi et bien avoir à l'esprit, c'est que vous l'avez constaté, le mécanisme qui est mis en place pour déterminer les postes a pour objectif, certes, de permettre des nominations de manière dérogatoire au concours, mais de manière assez limitée et encadrée. Et il n'est pas du tout dans l'esprit de la promotion interne de pouvoir procéder à des nominations dans un nombre étendu ou large. Et ceci a encore été rappelé récemment par une réponse ministérielle qui indiquait que le, le but, la finalité de la promotion interne, en tout cas la manière dont ça a été conçu, se faisait pour avoir un caractère tout aussi sélectif que l'est le concours et dans d'une manière tout aussi limitée et plus globalement de manière proportionnellement équivalente entre les différentes fonctions publiques, notamment entre la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale. Ceci pour dire qu'il n'est absolument pas, d'ailleurs qu'il n'a jamais été, nous l'avons souvent constaté, en tout cas au niveau du ministère, hein, de la fonction publique qui vient un petit peu prescrire les règles applicables en la matière, il n'est pas du tout dans l'idée d'élargir les possibilités de nomination suite à la promotion interne. Enfin, l'autre élément concernant les quotas, c'est que ces quotas ont évolué aussi dans le temps. Ils n'ont pas toujours été fixés à ce niveau. Ils ont parfois été différents selon les périodes entre les différents cadres d'emploi. Pour exemple, au jour d'aujourd'hui, donc par exemple pour les attachés, il est de 1 pour 3. Si on remonte, alors bon, certes c'est déjà un petit moment, mais pas tant que ça, de 2000 à peu près à début des années 2000, il était de 6 pour 1. Donc vous voyez, de manière plus restrictive. Mais en même temps, et ça on le verra aussi, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de candidats qui étaient présentés, notamment concernant ce cadre d'emploi. Parce que là aussi, c'est un élément évidemment qui est à mettre en perspective avec les quotas, qui sont pas spécialement larges, mais qu'il faut aussi comparer avec le nombre de candidats qui sont proposés. Puisqu'évidemment, le nombre de postes peut être plus ou moins important, mais c'est aussi au regard du nombre d'agents qui sont proposés. Et là aussi, globalement, le nombre de candidats proposés est extrêmement important, notamment pour les cadres d'emploi qui ont des effectifs un peu plus importants, principalement attachés en catégorie A, rédacteurs et techniciens en catégorie B. Donc là aussi, le ratio poste-candidat, évidemment, va être extrêmement déterminant pour identifier les agents qui vont pouvoir bénéficier de la promotion interne. Alors, dans tous ces éléments, il y a peut-être juste un petit peu une exception qui permet des nominations un peu plus larges. Et là, je vais laisser la parole à Rose qui va nous expliquer comment cela fonctionne pour les agents de maîtrise en catégorie C. Oui, merci Gilles. Oui, donc en effet, les quotas au niveau du cadre d'emploi des agents de maîtrise sont un peu particuliers parce que les agents qui sont proposés à l'ancienneté, il n'y a pas de quota. Le texte n'en prévoit pas, mais par contre, il prévoit un quota pour les adjoints techniques qui ont passé l'examen professionnel au titre de la promotion interne.
c'est la voie différente de l'ancienneté, c'est avec l'examen professionnel et pour eux, il y a un quota d'1 pour 2, mais 1 pour 2 de ceux qui auront passé à l'ancienneté. C'est un peu différent que pour les autres, cadres d'emploi où l'on regarde les recrutements suite à concours et à détachement et à intégration directe ou à mutation. Là, pour les agents de maîtrise, on va regarder les adjoints techniques principaux qui ont été nommés agents de maîtrise à la promotion interne ancienneté pour trouver le nombre de postes ouverts, au titre de la promotion interne pour les adjoints techniques qui auront réussi l'examen professionnel. J'espère que c'est pas trop confus. Bon, c'est vrai que c'est pas trop évident et on a le même système pour les attachés, mais pour ceux qui sont proposés en qualité de secrétaire de mairie, qui ont le grade de secrétaire de mairie, le quota sera déterminé par rapport aux attachés qui auront été nommés suite à la promotion interne et qui étaient auparavant catégorie B. C'est un peu le même système, c'est une exception prévue par les statuts particuliers, des différents de ces 2 cadres d'emploi, quoi. Voilà, Très bien. Merci Rose pour ces mais je précisions. vous Donc, en prie, oui. simplement pour, voilà, de fait, concernant les agents de maîtrise, au regard de ces éléments et puis des différents résultats aux examens, et cetera, enfin, il est possible, dès lors que les agents remplissent les conditions, qu'ils puissent, en tout cas tous ceux qui sont proposés, pratiquement, puissent bénéficier de la promotion interne. Bien Oui, contrairement, évidemment, aux autres cadres d'emploi, comme on l'a le vu et comme on le verra tout à l'heure avec les chiffres. juste pour préciser encore Gilles, à condition bien sûr que les agents aient accompli la formation obligatoire tout au long de la carrière et que le dossier soit recevable. Tout à fait. Ouais. On va revenir sur les conditions bien dans un instant, puisque alors on a vu maintenant, voilà, comment sont déterminés, de manière globale les postes, c'est-à-dire le nombre d'agents qui vont pouvoir bénéficier de la, promotion interne et qui, vous l'avez compris, est assez, limité et contraint. Mais, à côté de cela, eh bien, pour pouvoir bénéficier de la promotion interne, les agents doivent remplir à titre individuel un certain nombre de conditions. Conditions qui, elles, sont là aussi fixées réglementairement et notamment par les statuts particuliers. La première de ces conditions est une condition qui tient à l'accomplissement des obligations de formation de professionnalisation. Puisqu'effectivement, pour pouvoir bénéficier de la promotion interne, l'agent doit avoir effectué le nombre de jours minimum, si je puis dire, qui doivent être accomplis au titre des différents types de formations sur une période donnée. Alors que ce soit la formation de professionnalisation au premier emploi, la formation de professionnalisation tout au long de la carrière et la formation de professionnalisation pardon, suivie à la suite de l'affectation sur un poste à responsabilité. Donc il faut que l'ensemble de ces formations aient été accomplies, le cas échéant, pour pouvoir être proposé à la promotion interne. Et c'est important parce qu'on constate quand même toujours sur un certain nombre de dossiers qui nous sont proposés, eh bien, malheureusement que ces conditions ne sont pas toujours remplies, ce qui aboutit au rejet de la candidature de l'agent, qui ne peut pas bénéficier de la promotion interne. L'autre condition qui doit être remplie, eh bien, sont là aussi des conditions qui sont spécifiques à chaque cadre d'emploi et qui, globalement, sont des conditions d'ancienneté qui doivent être détenues soit dans la catégorie, soit dans le grade. Il y a différents cas de figure. Donc, par exemple, ici, pour illustrer, pour être proposé à la promotion interne pour accéder au cadre d'emploi des rédacteurs, eh bien, c'est ouvert aux fonctionnaires qui sont titulaires du grade d'adjoint administratif principal de première classe, qui comptent au moins 10 ans de service public effectif, donc 10 ans de service de manière globale dans la fonction publique, mais dont 5 ans ont été effectués dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs en position d'activité ou de détachement. Donc ça, c'est juste un exemple
pour illustrer les types de conditions qui sont, demandées. Donc assez classiques, qui peuvent varier un petit peu d'un cadre d'emploi, à l'autre. Mais c'est évidemment un des premiers éléments. Dans certains cas, il peut aussi figurer parmi les conditions la nécessité d'avoir réussi un examen professionnel. Alors, selon les cas, hein, vous pourrez retrouver bien évidemment l'ensemble des conditions pour tous les cadres d'emploi, hein, je ne vais pas les énumérer ici, sur notre, circulaire consacrée à la promotion interne. Et donc dans certains cas, l'accès au cadre d'emploi à certains grades peut se faire par la promotion interne, mais par plusieurs voies, soit uniquement sur des conditions, d'ancienneté, soit parfois sur, des conditions d'ancienneté et aussi, combinées à la réussite d'un examen, professionnel. Ce qui généralement permet d'être présenté un petit peu plus tôt dans la carrière que sur les seules conditions, d'ancienneté. Alors, l'examen professionnel, heu, est une condition, mais j'allais dire, ça n'est, qu'une condition. C'est-à-dire que ce n'est le fait de réussir un examen professionnel au titre de la promotion interne ne vaut pas inscription, hein, sur la liste, d'aptitudes automatique au titre de la promotion interne. C'est une des conditions qu'il faut remplir, mais ensuite la candidature, du, lauréat de l'examen sera examinée avec, ben, l'ensemble des autres, selon le cas, agents qui sont proposés à la promotion interne, même s'ils ont tous aussi réussi, l'examen et qui, concourent, si je puis dire, pour le même nombre de postes au final. Mais on le verra, il peut y avoir une prise en compte un petit peu quand même de la réussite de cet examen selon le cas. Alors, justement, l'étape maintenant, que l'on va, examiner, que je vais laisser Rose vous présenter, eh bien, c'est de comment faire pour proposer un agent à la promotion interne, notamment par la transmission du dossier spécifiquement prévu à cet effet. Rose, je crois qu'il faut ah pardon, Oui, voilà. excusez-moi, j'avais pas mis le micro. Oui, donc pour, proposer un fonctionnaire, il faut bien sûr, constituer un dossier, qu'il faudra prendre, soin de compléter de manière très, comment dire? Appliquée parce qu'on constate souvent qu'il y a des dossiers où il manque des rubriques qui ne sont pas complétées. C'est dommage parce que ça fait perdre des points aux gens, aux agents proposés plutôt. Voilà, alors le dossier, il devra essentiellement être composé, d'un état des services publics ou privés, d'un état des formations qui ont été suivies, les formations obligatoires et les formations facultatives. Il faudra également, joindre cette année, une copie de l'arrêté qui établit les LDG. Donc là, il s'agira des LDG propres à votre collectivité et là, j'insiste aussi pour que l'arrêté LDG soit complet, c'est-à-dire l'arrêté plus les annexes. Il faudra transmettre dans le dossier une copie du compte-rendu de l'entretien professionnel d'évaluation de l'année 2021, une copie du diplôme le plus élevé de l'agent, une copie du ou des certificats de réussite au concours et aux examens éventuellement réussis par l'agent. Il faudra aussi joindre une copie du document qui atteste de la présence au concours. Si l'agent a déjà, essayé de passer le concours, pour le grade, pour lequel il est proposé, à ce moment-là, il faudra joindre une attestation de présence. Il pourra ainsi, avoir 1 point, 2 ou 3 selon le nombre de fois où il s'est présenté au concours. Il faudra joindre une copie de la fiche de poste à jour, qui retrace l'emploi occupé par l'agent et les missions qu'il occupe, ainsi qu'une copie de l'organigramme à jour de la collectivité qui nous permettra aussi de voir clairement le positionnement hiérarchique de l'agent.
Voilà, alors, dans toutes ces pièces, il y a un certain nombre de pièces qui sont obligatoires, faute de quoi le dossier sera rejeté. Alors là, il s'agirait notamment des formations obligatoires, des attestations et de la copie de l'arrêté des LDG. Si ces pièces sont manquantes, malheureusement, le dossier sera rejeté. Donc, pardon, donc l'arrêté LDG, c'est l'arrêté des lignes de gestion arrêtées par la collectivité. On va C'est revenir ça, tout à oui. l'heure sur cet élément, hein. Voilà, oui. Et pour les autres pièces, qui si elles n'étaient pas jointes, c'est pas un cas de rejet du dossier, mais ça fera perdre des points à l'agent. Voilà. Hem, donc oui, là, je pense qu'on a fait le tour, des pièces à joindre au dossier. Donc on peut passer, à la phase, du fait de déclarer le dossier recevable. Donc il sera recevable s'il arrive au plus tard le 13 juin 2022. Ah oui, c'est la diapo suivante, pardon. Donc il faudra que le dossier complet nous soit adressé avant au plus tard le 13 juin, cachet de la poste faisant foi. Éventuellement, les gens qui veulent déposer le dossier au siège du centre de gestion pourront le faire également jusqu'à cette date du 13 juin 2022 à 17h30 au plus tard. Et vous comprendrez bien que cette date limite est impérative pour éviter toute rupture d'égalité entre les agents proposés. On est dans les mêmes conditions que lors de la constitution d'un dossier de concours. Voilà, et puis donc on acceptera uniquement les propositions sur support papier. On et l'ensemble des pièces, doivent être jointes. Je veux dire, si une pièce vient par la suite, en dehors du délai, elle ne sera plus prise en compte non plus, hein. Voilà. Très bien. Donc l'ensemble de ces éléments, alors vous le formulaire, d'inscription, ainsi que la notice qui, donne toutes les, précisions pour compléter ce dossier sont bien évidemment en ligne sur notre, site, hein, donc vous Oui. pouvez les télécharger. Donc là aussi, hein, je le rappelle, hein, par rapport à ce que vient de dire, Rose, vérifiez bien la manière dont sont renseignées les différentes, rubriques. Référez-vous bien à la notice, qui vient donner quelques précisions, pour, vous aider à compléter ce dossier, au mieux puisque, ça va être, déterminant, enfin extrêmement important pour l'examen du dossier par la suite. Alors, examen par rapport aux conditions qui sont à remplir pour pouvoir être proposé à la promotion interne et ensuite, examen de, la candidature en elle-même pour déterminer les agents qui vont pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude. Alors, justement, maintenant, voyons comment sont appréciées les propositions, c'est-à-dire les candidatures, des agents. Eh bien, ces, candidatures, comme le prévoit désormais la, réglementation, vont être appréciées au travers, d'un certain nombre de, critères qui auront été arrêtés dans les lignes directrices de gestion qui sont arrêtées, alors concernant les collectivités affiliées au centre de gestion, par formellement le président du centre de gestion. Alors, petite, précision, on vient d'évoquer il y a un instant, les lignes directrices de gestion qui, en principe, doivent être définies par chaque collectivité. Effectivement, chaque collectivité doit avoir des lignes directrices de gestion qui viennent définir un certain nombre, d'éléments et là, je vous invite, là aussi à vous, référer à notre circulaire consacré à ce sujet, qui peuvent être arrêtés donc lignes directrices de gestion pour un certain nombre d'années et qui vont définir un certain nombre de règles, de cadres pour savoir comment la collectivité va, apprécier et décider, par exemple des avancements de grade, des, questions qui tournent à l'organisation des ressources humaines et aussi, le cas échéant, de la promotion interne. Mais attention, ce qui peut, je dis bien peut, être défini au niveau de chaque collectivité pour la promotion interne, c'est, uniquement, les conditions,
dans lesquels on va proposer un agent à la promotion interne. C'est-à-dire, par exemple, je suis autorité, j'ai plusieurs agents qui remplissent les conditions pour être proposés à la promotion interne. Combien d'agents je vais proposer à la promotion interne, selon le cas échéant, quels critères, ou alors pas de critères et je décide de proposer tous les agents qui remplissent les conditions à la promotion interne, mais c'est uniquement, je le rappelle, pour proposer, pour déposer les candidatures. Ensuite, l'ensemble des candidatures sera examiné au vu des lignes directrices de gestion arrêtées spécifiquement pour la promotion interne par le président du centre de gestion. Donc il y a bien, si je puis dire, deux séries de lignes directrices de gestion. Celles qui sont établies par chacune des collectivités et qui concernent la collectivité pour un ensemble d'éléments liés aux ressources humaines, et les lignes directrices de gestion spécifiques à la promotion interne arrêtées par le président du centre de gestion pour les collectivités qui lui sont affiliées. Et donc, ces lignes directrices de gestion promotion interne sont alors effectivement arrêtées par le président de centre de gestion. Elles l'ont été une dernière où il y a déjà 2 ans maintenant, j'hésite. Elles l'ont été dans le cadre d'un travail effectué avec les organisations syndicales qui siègent au sein du comité technique siégeant auprès du centre de gestion, donc qui ont été élaborées, arrêtées de manière commune dans le cadre du dialogue social et qui permettent donc, on va le voir, d'examiner les candidatures des agents. Ces lignes directrices de gestion, donc, juste pour mémoire, hein, s'inspirent quand même ou s'appuient sur l'expérience qui avait été issue de l'ancienne réglementation et qui, elle, prévoyait que c'était les commissions administratives paritaires qui examinaient les candidatures des agents proposés à la promotion interne. Donc, ce qui avait été encore le cas jusqu'en 2020, où au sein des CAP, dans le cadre d'un examen, j'allais dire, collectif et de débat au sein des CAP, les candidatures étaient examinées, mais bien évidemment aussi à travers un certain nombre de critères qui avaient été là aussi définis de manière commune entre les représentants du personnel et les représentants des autorités, et dont se sont inspirés les LDG actuellement appliqués. Pour procéder à cet examen à l'appui évidemment des lignes directrices de gestion, le président du centre de gestion peut être assisté, et c'est d'ailleurs le cas, par le collège des représentants des employeurs des différentes commissions administratives paritaires. Donc, ce n'est plus la CAP dans son intégralité qui examine les candidatures de promotion interne. C'est bien soit le président du centre de gestion, soit l'autorité pour les collectivités non affiliées, mais qui peut être assisté du collège des élus, des représentants des employeurs, des autorités qui siègent au sein des CAP. Donc pas la CAP en intégralité, mais uniquement le collège des élus. Et donc c'est selon cette procédure que sont examinées les différentes candidatures. En quoi consistent concrètement les lignes directrices de gestion? Eh bien, donc, que vous pouvez là aussi retrouver sur notre site, puisqu'elles déterminent l'ensemble des règles applicables. Et donc, elles mettent notamment en place un certain nombre de critères à travers lesquels sont examinées les candidatures, et vous le constatez, qui vont évidemment correspondre aux différentes rubriques qui sont contenues dans le dossier d'inscription.
Et chacun de ces critères va faire l'objet d'une cotation, de l'attribution d'un certain nombre de points, ce qui permettra d'aboutir à un total de points par candidat et qui ensuite eh bien, permettra d'établir un classement de l'ensemble des candidats qui permettra de déterminer parmi eux ceux qui pourront être inscrits sur liste d'aptitude, eh bien, tout simplement au regard du nombre de postes qui ont été ouverts et déterminés, comme on l'a vu en début de cet exposé. Et donc sont prises en compte principalement les différents critères, alors qui sont présentés ici de manière un petit peu plus synthétisée, mais une fois encore, vous allez pouvoir les retrouver de manière détaillée dans les lignes directrices de gestion promotion interne. Alors, il est tenu compte de l'ancienneté dans la fonction publique, à hauteur de la moitié, de l'évaluation professionnelle. Donc là, il appartient à l'autorité sur le dossier d'inscription de traduire selon l'évaluation à laquelle il a été procédé de l'agent et qui est retracé dans l'entretien, le compte rendu de l'entretien professionnel, eh bien de le traduire en points en fonction des différentes rubriques. Il est également tenu compte des diplômes qui sont détenus par l'agent, des concours ou examens qui ont été réussis au cours de la carrière. De manière plus spécifique, il y a un certain nombre de points qui sont attribués si le candidat proposé a réussi l'examen au titre de la promotion interne qui, le cas échéant, est demandé pour accéder au cadre d'emploi en question, auquel l'agent est proposé. Il est également tenu compte de la participation au concours, c'est-à-dire si, par rapport au cadre d'emploi auquel l'agent candidate, est-ce qu'il a déjà passé le concours correspondant. Il est ensuite tenu compte des formations qui ont été suivies. Alors, là, une précision, hein, les formations sont examinées un petit peu dans le cadre de la promotion interne à 2 titres. Le premier, évidemment, c'est de voir si les conditions réglementaires, c'est-à-dire le fait d'avoir réalisé le nombre de jours suffisant de promotion interne a été effectué, de formation, pardon, pour la promotion interne a été effectué. Donc ça, c'est pour savoir si effectivement la candidature peut être tenue en compte. Mais ensuite, il est également tenu compte eh bien, du nombre de jours de formation qui a été effectué au cours des 5 dernières années pour valoriser en fait les formations effectuées au cours de la carrière ou effectuées par les agents, hein. Et ensuite, il est également tenu compte, d'une manière limitée aussi, le cas échéant, les services privés qui auront été effectués, donc préalablement à l'entrée dans la fonction publique. Et puis, l'autre élément dont il est tenu compte, eh bien, c'est la nature des fonctions qui sont exercées par l'agent, avec d'une part deux catégories, si je puis dire, des fonctions qui comportent de l'encadrement et les fonctions sans encadrement, et au sein desquelles on distingue différents niveaux j'allais dire de responsabilité qui sont notamment traduits par l'organigramme, hein. Donc c'est pour ça qu'il est important que l'organigramme soit vraiment très clair et très lisible, si je puis dire, pour apprécier d'une part cette condition, combinée évidemment aussi à ce qui est contenu dans, dans la fiche de poste et qui permet donc l'attribution des points correspondant à ces différentes fonctions. Alors ici, je précise que l'attribution des points qui est liée aux fonctions ne connaît pas de variation. Dans le sens où, par exemple, si c'est un agent qui exerce, par exemple, les fonctions de secrétaire de mairie, eh bien, il aura 45 points, pas 43, 42, etc. C'est uniquement
le nombre de points qui correspond. Il n'y a à ce niveau pas d'appréciation, si je puis dire, sur la latitude. Hein. Si l'agent remplit exerce tel niveau de fonction, il aura le nombre de points correspondant. Donc ensuite, au vu de l'ensemble de ces éléments, eh bien, le nombre total de points est attribué et c'est ce qui permettra de déterminer le classement au sein des agents qui sont proposés. Autre précision, dès lors qu'il y a plusieurs postes qui sont ouverts pour le cadre d'emploi en question, le nombre de postes, tel que le prévoient les LDG promotion interne, le nombre de postes sera réparti entre les agents qui exercent des fonctions avec encadrement et les agents qui exercent des fonctions sans encadrement. Et cette répartition des postes s'effectue selon la même proportion que le nombre de candidatures. Dit autrement, si on a par exemple 40% des candidats qui exercent des fonctions avec encadrement, eh bien, il y aura 40% des postes qui seront ouverts aux agents exerçant les fonctions avec encadrement. Voilà. Autre précision qui apporte de préciser, hein, notamment par rapport à cette répartition des postes. Dans certains cas, et alors plus précisément en catégorie B, le nombre de postes qui est ouvert pour les deux grades de la catégorie B. C'est-à-dire que si nous avons par exemple 10 postes qui sont ouverts pour le cadre d'emploi des rédacteurs, en fait ces 10 postes valent à la fois pour l'accès au grade de rédacteur, mais également pour celui de rédacteur principal de deuxième classe. Puisque depuis la réforme de la catégorie B, l'accès par la promotion interne peut s'effectuer à la fois sur le premier grade, mais également sur le deuxième grade. Alors avec des conditions évidemment qui sont différentes, et par exemple pour le rédacteur principal de deuxième classe, accès qui peut s'effectuer après réussite à un examen professionnel, mais l'ensemble des postes qui sont ouverts à la promotion interne l'est de manière commune pour les deux grades. Ce qui signifie donc que les candidats qui sont proposés au rédacteur et au rédacteur principal de deuxième classe, eh bien, ces candidatures vont être examinées de manière commune, avec, comme on l'a vu, une valorisation de la réussite à l'examen professionnel, mais ensuite, le classement s'effectuera de manière commune. Et si parmi, au regard du nombre de postes, il y a des agents qui sont par exemple proposés au rédacteur principal deuxième classe, eh bien, ils seront admis par ce biais. Précédemment, c'était la commission administrative paritaire qui décidait de la répartition des postes entre les deux voies. Mais comme là, maintenant, dans le système actuel, il n'y a pas vraiment de possibilité d'avoir, évidemment, comment dirais-je, de déterminer de manière collective et dans le cadre du dialogue social cette répartition des postes, eh bien, il a été décidé de l'intégrer dans les lignes directrices de gestion et de mettre en place un dispositif qui permet de réaliser, de procéder à cette répartition des postes en fonction des points obtenus par l'ensemble des candidats et qui donc va déterminer un petit peu mécaniquement par la suite eh bien, la répartition de ces postes entre les deux grades. Donc voilà pour un petit peu l'ensemble de ces critères donc, qui sont appliqués et qui sont donc communs
à l'ensemble des cadres d'emploi. Quel que soit le cadre d'emploi, ce sont les mêmes critères qui sont, les mêmes règles qui sont appliquées pour déterminer au final les agents qui seront ensuite inscrits sur la liste d'aptitudes. Alors justement, à l'issue de cet examen, de ces candidatures, et donc du classement qui est établi en fonction du nombre de points qui, qui sont obtenus par l'ensemble des candidats. Le classement permet de déterminer quels sont ceux qui vont pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitudes dans la limite du nombre de postes ouverts. Donc, à l'issue de la phase d'examen des candidatures, il est ensuite établi un arrêté qui va établir la liste d'aptitudes et donc faire figurer les candidats qui auront été retenus. L'inscription sur la liste d'aptitudes est valable pendant 4 ans. Et donc, c'est au cours de ce délai que l'agent pourra être nommé sur décision d'une autorité au vu de son inscription sur la liste d'aptitudes, donc être nommé dans le nouveau cadre d'emploi. Cette nomination ne peut évidemment intervenir que s'il y a un emploi vacant correspondant au grade en question, hein, donc à l'état du personnel, pour permettre cette nomination. Dès lors que l'agent est nommé dans le grade, il est nommé en tant que stagiaire pour une durée de 6 mois, donc qui est une durée inférieure à la durée normale du stage, hein, puisque je rappelle par principe le stage suite à nomination après concours par exemple est de 12 mois. Ici, dans le cadre de la promotion interne, il est réduit à 6 mois. Et donc au cours de cette période, l'agent sera détaché de son ancien cadre d'emploi dans le nouveau. Par exemple, quelqu'un qui était adjoint administratif et qui est inscrit sur la liste d'aptitudes pour accéder au grade de rédacteur sera nommé par voie de détachement rédacteur pendant la durée du stage. Et si à l'issue du stage, il est titularisé, à ce moment-là, l'agent intègre définitivement le nouveau cadre d'emploi à l'issue de cette période de stage. Et évidemment, qui dit nomination, donc le nouveau cadre d'emploi, implique aussi une phase de formation liée à l'intégration donc dans ce nouveau cadre d'emploi qui doit être suivi à l'issue de la nomination et avant la fin de la période de stage. Alors, pour un petit peu, presque la conclusion, avant d'aborder les questions, quelques chiffres pour illustrer la promotion interne. Donc, ce sont ici les chiffres qui sont issus de la dernière session de promotion interne et qui vous présentent le nombre de candidats qui ont été proposés, et le nombre de postes ouverts et de manière un petit peu plus précise, la répartition, le cas échéant, qui a été effectuée entre les candidats exerçant des fonctions avec encadrement et des fonctions sans encadrement. Donc voilà, pour illustrer, alors constatez qu'il y a toujours quand même un nombre globalement assez important de candidats qui sont proposés par rapport au nombre de postes. Si on prend le total, plus de 200 candidats pour 35 postes ouverts, tout cadre d'emploi confondu. Si on prend juste celui, par exemple, des attachés, on a 52 candidats pour 11 postes ouverts. Les rédacteurs, 84 candidats pour 9 postes ouverts. Et là aussi, hein, je le rappelle, les 9 postes ouverts l'étaient à la fois pour le rédacteur et pour le rédacteur principal de deuxième classe. Alors évidemment, vous avez aussi des cadres d'emploi où vous avez un nombre beaucoup plus limité de candidats, comme par exemple les assistants de conservation du patrimoine, 3 candidats, mais là, il n'y avait qu'un seul poste d'ouvert. Donc ça rejoint un petit peu, ça illustre ce que je vous expliquais en début de webinaire, c'est-à-dire que là, vous avez l'illustration des cadres d'emploi qui ont des effectifs
assez limité. Donc ça se traduit par le nombre de candidats, certes, mais ça se traduit aussi par le nombre très limité de postes qui sont ouverts. Et vous constatez qu'il y a certains cadres d'emploi pour lesquels il n'y a pas de poste ouvert. Vous pourrez aussi voir, constater la répartition entre les candidats qui exercent des fonctions avec encadrement et sans encadrement, qui peut là aussi être variable selon les cadres d'emploi. Hein. Il n'y a pas par exemple nécessairement systématiquement la catégorie fonction avec encadrement qui est plus représentée ou moins. Hein. Ça dépend des cadres d'emploi. Mais donc, globalement, on peut aussi constater que si on fait le ratio candidat par rapport au nombre de postes, en fait, on peut arriver à des ratios, alors certes, qui ne sont que statistiques, mais pour autant, qui sont proches de ceux que l'on observe au concours, voire même qui sont plus restrictifs que pour certains concours. Vous avez des concours et selon les sessions, ça peut même être le cas du rédacteur, où statistiquement, j'insiste, hein, mais quand même, vous avez, entre guillemets, plus de chances de réussir le concours que de pouvoir être inscrit sur la liste d'aptitude à l'issue de la promotion interne. Donc globalement, c'est aussi un élément qu'il faut bien avoir à l'esprit. C'est que, et c'est ce que je disais au début, même si de manière apparente, la promotion interne peut sembler être plus facile, dans le sens évidemment où par rapport à un concours, il n'y a pas d'épreuve à passer, c'est pas conditionné par une préparation, on a juste un dossier à remplir, mais vous voyez que la réglementation donc, qui d'une part, prévoit cet encadrement du nombre de postes ouverts et ensuite le nombre de candidats qui sont proposés fait que même si l'examen au travers des LDG essaye d'être le plus objectif possible et en travers des différents critères qui sont mis en place, il y aura toujours un nombre limité de candidats qui pourront bénéficier de la promotion interne par rapport au nombre de propositions. Et ceci indépendamment de la valeur de l'ensemble des candidats, en sachant aussi que on constate que beaucoup de candidats qui sont proposés exercent des fonctions qui sont de niveau de responsabilité, des fonctions très souvent assez similaires, assez proches. Et donc, cela peut nécessairement générer de la part des agents qui sont proposés, évidemment, de la déception, en tout cas pour une majorité d'entre eux, par définition, puisque seul un nombre, une fois encore limité, d'entre eux peuvent y accéder. Alors, je vous propose à présent de reprendre un petit peu les questions qui ont été posées au cours de la séance. Alors, je vais juste remonter un petit peu dans la liste. Si vous m'accordez juste quelques instants pour les constater. Je pense que Gilles, c'est vers 9h11 qu'il y a eu les premières questions. Oui, voilà, oui. Il me semble que j'ai Alors, noté, ouais. oui, tout à fait. Alors, première question, donc nos lignes directrices de gestion sont validées par le comité technique. Cependant, notre collectivité doit-elle réaliser un arrêté qui acte la date effective des lignes directrices ou faut-il se baser sur la date du comité? Alors, là, a priori, il s'agit de la question sur les lignes directrices qui sont adoptées par la collectivité, la concernant. Donc, effectivement, avant d'être adapté, il faut recueillir l'avis du comité technique. Mais la date, si je puis dire, d'effet, hein, de début, c'est bien la date à laquelle l'arrêté pris par l'autorité
donc fixant ces LDG, a été pris. Donc c'est bien, les lignes directrices de gestion sont décidées par arrêté, pas par délibération, parce que je crois que c'était une autre question. Donc c'est bien l'autorité qui arrête les lignes directrices de gestion après avoir consulté le comité technique ou le comité technique local pour les collectivités qui ont plus de 50 agents, bien entendu. Alors sur notre, circulaire, en tout cas à l'état actuel, hein, lorsque nous avons ouvert la session, effectivement, nous avons un certain nombre de cadres d'emploi pour lequel il n'y a pas de poste, ouvert, en tout cas au 13 avril, dernier. Donc ça signifie qu'au moment où nous avons ouvert, nous n'avions pas encore enregistré de nomination, ou en tout cas pas de nombre suffisant permettant de dégager des quotas et donc d'ouvrir un poste. Pour autant, et la question est-ce qu'on peut malgré tout proposer des dossiers pour ces cadres d'emploi? Alors oui, on peut puisque nous réexaminons jusqu'au, j'allais dire, au moment de l'examen des candidatures, les nominations qui sont encore intervenues, globalement, sur une période bien de 12 mois, 1 an qui se sont écoulés depuis la dernière session de promotion interne. Et donc effectivement, il peut encore y avoir d'ici là, des mouvements qui permettraient soit de compléter ce qu'on a enregistré, voire d'en avoir suffisamment pour ouvrir, pour ouvrir au moins un poste, le cas échéant, ou alors de constater qu'il y a eu, une, nomination en recrutement qui est intervenue entre-temps et pour des cadres d'emploi pour lesquels, on est dans la fameuse période de 4 ans depuis la dernière fois qu'on a pu, procéder à une nomination. Ou enfin, on examinera également l'application de la règle alternative, donc de l'application du quota aux 5 de l'effectif. Alors, une seule version des LDG ou une copie des LDG dans chaque dossier? Mais Alors là, là, une suffit, hein. oui, oui, donc là, alors, je précise, c'est effectivement si vous êtes une collectivité et que vous proposez plusieurs agents. Donc oui, là, le cas échéant, si on a au moins un exemplaire DLDG pour la collectivité en question, oui, ça peut, enfin, ce sera suffisant, ce sera pris en compte. Bon, mais dès lors que vous n'avez qu'un seul agent de proposer, ben là, par contre, il faut évidemment que toutes les pièces, y figurent. Alors, combien de dossiers, recevons-nous par an? Bon, ben là, voilà, vous avez eu la réponse avec le chiffre. Alors ça peut aussi varier, hein. De manière très globale, juste pour, reprendre un petit peu d'histoire, au cours des 20 dernières années, je pense que globalement, le nombre de dossiers a augmenté. Alors pour certains, il était toujours, assez important, comme par exemple pour les rédacteurs, mais pour d'autres, alors je vais juste prendre pour, illustrer, par exemple pour les attachés, par rapport à l'année 2000, eh bien, aujourd'hui, on a 7 fois plus de dossiers qui sont proposés. Mais pas nécessairement 7 fois plus de postes. Ça, vous l'avez bien compris. Pareil pour d'autres cadres d'emploi. Alors, il y a eu aussi des phases où, bon, il y avait des possibilités de nomination un peu plus importantes à certains moments pour certains, notamment pour les rédacteurs, puisque pendant quelques années, il y avait une voie supplémentaire qui a été ajouté, qui s'effectuait après un examen professionnel, mais qui était quelque chose de spécifique et limité dans le temps, hein. Ça a duré, à peu près, 7 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça avait créé une possibilité de domination plus important, mais ensuite, on en est revenu à des règles plus, habituelles, si je puis dire. Avec, par rapport à cette période, un peu moins de candidats mécaniquement, puisqu'il n'y avait plus cette voie avec, examen, mais avec toujours un nombre de candidats, important. Y a-t-il un modèle d'arrêté fixant les lignes directrices de gestion? Oui, on en a un sur notre site et comme je disais, on a également une circulaire consacrée à ce sujet
et également une trame pour établir les lignes directrices de gestion avec les différentes rubriques qui peuvent être abordées par la collectivité. Alors, qui globalement n'appellent pas nécessairement des exposés ou des développements trop importants, hein. Je veux dire, ça peut être quelque chose d'assez entre guillemets, alors je vais dire simple, mais suffisamment clair pour constituer les LDG, donc ils peuvent être adoptés par ce biais et selon ces modèles. Alors, peut-on reprendre la date de l'arrêté LDG du comité technique du centre de gestion pour l'intégrer dans notre arrêté? Alors, s'il s'agit de se référer à l'arrêté des LDG de promotion interne, oui, il peut être visé, hein, puisque les LDG promo interne, comme d'autres LDG d'ailleurs, ont été arrêtés pour une période donnée, hein, jusqu'en 2026, si je ne dis pas de bêtises. Mais donc, il peut tout à fait être visé, être cité comme référence dans vos propres lignes directrices de gestion. Alors, DLDG pour une collectivité avec 2 agents. Pourquoi, pour la promotion interne, ce sont LDG de CDG qui sont considérés? Oui. Alors, évidemment, bon, alors, je vais vous répondre que pourquoi des LDG indépendamment du nombre d'agents? Bah, parce que c'est prévu par la loi. Voilà, donc c'est une obligation, hein, réglementaire, même si elle ne concerne que peu d'agents, même si j'ai bien conscience que ça peut parfois être un petit peu lourd de devoir mettre en place ce type de document quand il y a un effectif très réduit d'agents, mais la loi n'a pas fait la distinction au sein de la fonction publique entre la fonction publique d'État, les ministères, la fonction publique territoriale avec ses collectivités de toute taille et de tous effectifs, donc d'une part. Et alors pourquoi faire des LDG? Parce qu'il y a en plus les LDG du centre de gestion. Alors je le rappelle, hein, elles n'ont pas le même objet. Les lignes directrices de gestion de la collectivité abordent plusieurs thèmes qui concernent donc la gestion des ressources humaines, tandis que les lignes directrices promotion interne arrêtée par le centre de gestion ne concernent que la promotion interne et pour mettre en place les critères pour effectuer la sélection entre les agents qui sont proposés à la promotion interne. Donc c'est vraiment un objet spécifique que ne peuvent pas aborder les LDG des collectivités. À l'inverse, chaque collectivité peut mettre en place des critères pour savoir qui elle propose. Alors que ce soit par l'avancement de grade, mais aussi à la promotion interne. Mais vous voyez, ce sont 2 étapes différentes dans le processus. Ensuite, alors, pas de pourcentage de répartition comme pour les encadrants, non encadrants. Alors, bon, alors je reprends juste à ce que j'ai indiqué, Alors, c'est-à-dire oui, Gilles, pardon. c'était par rapport, je pense au cadre d'emploi des rédacteurs, quand tu parlais de ceux qui ont réussi l'examen, Mmh, qui sont dans le même quota que les autres. oui. En fait, si, par rapport à cela, si vous voulez, dans les LDJ prévoit d'abord la répartition entre fonctions avec encadrement et fonctions sans encadrement. Et ensuite, selon les points obtenus, on va retrouver des agents qui sont proposés au rédacteur principal de 2e classe, alors dans l'une ou l'autre des catégories. Et alors, c'est en fonction du nombre de postes qu'ils seront admis ou pas, avec comme l'ensemble des autres candidats, hein. Mais c'est d'abord la répartition encadrement, non encadrement, et ensuite la répartition qui se fait entre les 2 voies, le cas échéant. Alors, ce serait intéressant de connaître le nombre de points obtenus des agents qui ont été placés sur la liste d'aptitude. Alors bon, là, en fait, il n'y a pas de nombre de points comme ça absolu, et puis ça peut varier selon les cadres d'emploi et selon évidemment les sessions, puisque vous avez quand même des éléments qui peuvent être variables, comme les points liés
à l'ancienneté, enfin la durée des services, au jour de formation, au nombre de présentations au concours, etc. Le nombre de points en lui-même n'est pas forcément significatif, puisque après, le classement va s'effectuer entre les candidats. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question comme ça, mais la valeur en elle-même n'a pas forcément de signification intrinsèque. Alors, une remarque, donc pour les rédacteurs, je trouve juste que l'encadrement n'est pas plus pris en compte par rapport aux autres. Alors, aux autres, mais là encore, ce sont les mêmes critères qui s'appliquent à l'ensemble des cadres d'emploi. C'est difficile de faire des distinctions selon les différents cadres d'emploi. Donc, bon, a priori, ça l'est à travers les fonctions. Donc, voilà ce que je peux dire sur ce point, en tout cas tel que je le comprends la remarque. À quelle date seront publiées les listes d'aptitudes à la promotion interne 2022? Alors, là, oui, de date précise, je ne peux pas encore vous le dire maintenant, mais moi je pense que ce sera un petit peu comme. Alors, juste précision, le calendrier pour la session de promotion interne a été évidemment un peu avancé par rapport à l'année dernière. Alors, c'est notamment aussi pour tenir compte des opérations liées aux élections professionnelles qui auront lieu au cours du deuxième semestre, hein, et qui vont être un petit peu concomitantes, ou en tout cas pour lesquelles on a dû mettre en place une articulation par rapport aussi à la phase d'examen des candidatures. Donc, sans trop m'avancer, je pense que la liste d'aptitudes seront publiées à une période à peu près habituelle en fin d'année. Oui, alors je vais le dire comme ça, mais sous toute réserve, au plus tard au mois de décembre. Voilà. Je pense qu'on peut dire ça, Rose. Oui, oui, tout Pas à trop de- fait. Voilà. Je pense que pour le 1er décembre, Voilà. puis pareil pour les résultats. Les résultats Voilà. aussi, Qui seront communiqués au cours de la même période, hein, puisque c'est directement lié. voilà. Alors, donc, pas de pourcentage pour de répartition, comme pour les encadrants. Concerne ce que vous avez dit au sujet des B, le nombre de postes ouverts pour la promotion interne vaut pour tous les grades. Oui, c'est ça. Donc, en catégorie B, alors, donc c'est spécifique à la catégorie B, hein, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est-à-dire que le nombre de postes est bien ouvert pour les 2 grades auxquels on peut accéder par promotion interne. Alors déjà, le fait d'accéder par promotion interne au premier et au deuxième grade est une spécificité de la catégorie B. Par principe, avant cela, on ne pouvait accéder, un petit peu comme pour le concours, hein, comme quand on passe un concours interne, on n'accède qu'au premier grade. Mais comme dit, depuis la réforme de la catégorie B, les textes ont prévu que soit par concours, soit par promotion interne, on peut accéder au premier grade ou directement au deuxième. Par contre, alors, autant pour les concours, il y a bien une répartition des postes qui est distincte, hein, il y a bien des postes qui sont ouverts pour le rédacteur, par exemple, et pour le rédacteur principal deuxième classe. Par contre, pour la promotion interne, c'est bien le nombre de postes qui est ouvert pour les deux grades de manière concomitante. Mais ça, c'est spécifique au cadre d'emploi de la catégorie B. En sachant qu'il n'y a pas systématiquement de candidats lauréats de l'examen professionnel qui sont proposés. Ce qui signifie que même si dans l'absolu, les postes sont ouverts pour les 2 grades, on n'a pas forcément des agents qui sont proposés alors, notamment pour le deuxième grade. Ça dépend aussi du moment où est organisé l'examen, hein, comme la plupart des examens à concours, il est organisé a priori tous les 2 ans. Il n'y en a pas forcément de lauréats des examens qui sont proposés dans une session donnée. Donc là, de fait, l'ensemble des postes sera disponible pour le premier grade.
Faut-il nous transmettre la délibération que nous avons prise pour les LDG? Non, alors, une fois encore, en principe, les LDG, c'est pris par arrêté, donc c'est que l'arrêté. Alors, est-ce que tous les types de formations sont-ils pris en compte dans les points? Rose, là, peut-être, si tu peux. Oui, donc effectivement, toutes les sortes de formations sont prises en compte, pour les points. La seule chose qui est un peu différente, c'est les formations obligatoires, pour lesquelles ça doit être une attestation du CNFPT, gue pour attester que vous avez suivi la formation obligatoire, de professionnalisation tout au long de la carrière ou de poste à responsabilité, ou la formation continue obligatoire dans la filière, police. Mais autrement, toutes les formations, oui, sont prises en compte au niveau des points, hein, dans la limite de 10 points, donc un demi-point par jour de formation, donc jusqu'à 20 jours effectivement, vont compter. Voilà. Alors, donc, par exemple, si une formation a été suivie au titre de la professionnalisation tout au long de la carrière, donc, qui n'est pas dans celles Oui, qui sont obligatoires réglementairement pour se présenter à la promotion interne, mais il en sera tenu compte évidemment pour la valorisation au niveau des points. Voilà, oui et à préciser sur les 5 dernières années, hein, bien voilà, entendu. tout Voilà. à fait. D'où, petite parenthèse, lorsque les agents suivent des formations, il est important aussi de voir, enfin de s'assurer ou de bien choisir le cas échéant au titre de quel type de formation la formation est suivie. Parce que quand on s'inscrit par exemple aux formations de CNFPT, sauf erreur, on peut préciser, ben voilà, je suis cette formation au titre de la formation tout au long de la carrière ou de la formation de professionnalisation. Donc si on a un agent dont on sait qu'il va être proposé ou qu'il pourra potentiellement être proposé à la promotion interne, il est important de s'assurer que, prioritairement, ils suivent des formations au titre de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière, pour bien remplir les conditions, plutôt que de la formation de perfectionnement qui peut être suivie à un autre titre ultérieurement. Voilà. La nomination suite à la réussite à un examen doit obligatoirement passer par la promotion interne. L'autorité peut-elle ne pas nommer sans passer par la promo? Non. Enfin, plutôt oui. L'examen passé au titre de la promo interne, donc c'est un des éléments pour remplir les conditions. Mais ça s'inscrit dans le processus de promotion interne. La réussite à l'examen de promotion interne n'est pas autonome et ne permet pas une nomination, contrairement à un concours, indépendamment comment dirais-je, du processus de promotion interne. La seule possibilité de nommer directement dans un cadre d'emploi hors promotion interne, c'est bien le concours, mais pas juste l'examen tout seul. L'examen tout seul ne reste qu'une des conditions. Gilles, je peux Oui, juste préciser, bien sûr. il faut faire attention de ne pas confondre aussi les examens au titre de l'avancement de grade, qui sont différents, qui c'est un Oui, autre procédé, quoi. Je veux oui. dire, on Alors parle attention, bien ici, hein, des examens de promo interne. oui. Et donc il faut être attentif parce que nous avons des examens qui portent presque les mêmes intitulés, puisqu'ils permettent d'accéder au même grade, mais pas par le même biais. Donc toujours en catégorie B, vous pouvez en avoir, alors là, pardonnez-moi, je le fais de tête, mais l'examen d'avancement de grade pour hop, 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 allez, je vais dire une bêtise, le technicien principal deuxième classe, d'une part, et l'examen pour la promotion interne du technicien principal deuxième classe. Mais ce sont deux examens différents. Parce que le deuxième grade, on peut y accéder directement par concours, par avancement de grade. Alors, par avancement de grade, selon le cas, juste avant, avec ancienneté ou avec examen professionnel. Et on peut y accéder encore par promotion interne avec examen. Donc, voilà, il faut, notamment quand on s'inscrit aux examens, hein, il faut être bien attentif à ce que ce soit le bon examen.
Les formations suivies hors CNFPT par des organismes extérieurs sont-elles prises en compte ou pas? Alors, je vais dire oui. Alors, si c'est par rapport aux conditions réglementaires, donc pour remplir les obligations, alors ça peut l'être, mais ça doit être validé préalablement par le CNFPT. Si c'est entre guillemets, juste pour, valoriser les formations qui ont été suivies dans le cadre de donc des points qui sont attribués pour l'examen de la candidature, là oui, ça peut être, heu, tout type de formation, délivrée par, tout type d'organisme, hein, dès lors qu'il y a l'attestation qui l'établit. Là aussi, je me permets de préciser, Gilles, Oui, bien souvent, nous recevons des participations à des formations, mais qui ne sont pas des attestations de suivi, qui sont, par exemple, des fiches d'inscription ou des attestations, de présence, des feuilles de présence, d'émargement, mais ça, on ne peut pas les compter, hein. Donc il faut bien que ce soit l'attestation de suivi, oui, de formation. et du coup, je rebondis pour l'autre question. Alors, non, le webinaire d'aujourd'hui n'est pas une formation. Donc même si j'espère qu'il vous aura appris, ou donné un certain nombre d'informations, mais là, il ne pourra pas être, en être tenu compte pour, alors notamment pour la promotion interne. Si la formation, PPE, alors ça c'est pour, de professionnalisation, de premier emploi, a été faite bien avant les 5 ans, c'est vérifié. Heu, oui, alors Rose, peut-être tu peux compléter? Ben, c'est vérifié c'est-à-dire si vous êtes dans la phase, où vous êtes dans les 5 ans de l'obligation de faire la formation de professionnalisation tout au long de la carrière, on va pas vérifier si la première emploi a été faite, hein. Honnêtement, jusqu'à maintenant, on n'a pas vérifié ce point-là, hein, parce que vous êtes déjà bien plus loin, vous voyez, dans la carrière et que l'obligation des 5 dernières années est que sur la professionnalisation tout au long de la carrière. Voilà. Voilà. Mais si vous êtes proposé dans les 5 ans qui suivent, la nomination et que vous n'a oui, à ce moment-là, oui, on c'est la première emploi qu'on va vérifier. Donc Je sais pas si ouais, oui, je pense que bon, on ça va voir. c'est Je pense que ça répond. On verra. ouais, Donc ensuite, il faut donc bien faire attention lors de l'inscription par avancement de grade pour les rédacteurs principaux de deuxième classe. La nomination se fait de quelle manière? Alors oui, alors ça me permet juste de faire un petit rappel, une distinction entre avancement de grade et promotion interne. Donc l'avancement de grade, c'est la procédure par laquelle on change de grade au sein d'un cadre d'emploi. Donc on ne change pas de catégorie. Exemple, je suis rédacteur, j'avance au grade de rédacteur principal deuxième classe et ensuite j'avance au grade de rédacteur principal première classe. Ça, c'est de l'avancement de grade. Par contre, je suis adjoint administratif, je passe rédacteur ou rédacteur principal, deuxième classe, donc avec l'examen de promotion interne, ça, c'est de la promotion interne et là, je change de catégorie et donc de cadre d'emploi et donc les examens, ils sont bien distincts, hein. Vous avez des examens pour l'avancement de grade et des examens pour la promotion interne. Et l'un ne vaut évidemment pas, pour l'autre, hein. Si je réussis l'examen d'avancement de grade, il ne me servira pas pour, l'examen, pour la promotion interne et inversement. Le nombre de tentatives d'un agent à un concours est pris en compte et c'est également le cas pour les examens. Alors là, j'avoue que je ne sais plus. Rose, tu peux peut-être me compléter? c'est-à-dire que l'examen va être pris en compte, au niveau des 5 points, qu'on va attribuer au lauréat de l'examen qui est Mmh. proposé. Mais, mais là, ce que veut dire cette personne, c'est le concours qui est pris en compte pour le cadre d'emploi où on est proposé. Oui, ou alors je pense aussi le nombre de fois où on s'est présenté sans forcément le réussir. C'est-à-dire qu'on tient compte, oui, Oui, sur oui, c'est cette dé ça. oui, Là où on tient compte, de 3 points maximum. c'est ça. Oui. Donc là, à ce niveau-là, l'examen est valorisé dans une autre rubrique. Au Oui, niveau de si c'est pour l'accès au cadre, voilà, d'emploi où l'agent est proposé, il vaut 5 points l'examen. voilà. Ouais.
Alors, il faut un arrêté LDG pour les dossiers avancement de grade. Alors, oui, c'est-à-dire que pour que l'autorité puisse procéder à un avancement de grade, puisque ça, je le rappelle que c'est décidé par l'autorité au niveau de sa collectivité, mais ça implique effectivement, pour établir le tableau d'avancement de grade et ensuite réaliser un avancement, il faut au préalable avoir arrêté les lignes directrices de gestion pour la collectivité. Eh bien, voilà, je crois que nous sommes arrivés au terme des questions. Donc, voilà, je vous rappelle que vous allez pouvoir retrouver, alors bon, pour ceux qui n'auront pas pu assister, nous avons procédé à l'enregistrement du webinaire, donc il pourra être disponible. Globalement, vous allez retrouver toutes les informations qu'on vous a dit dans notre circulaire qui est consacrée à la promotion interne, dans l'arrêté qui établit les lignes directrices de gestion, dans le dossier d'inscription, et une fois encore, référez-vous bien à la notice qui l'accompagne. Alors, je suis désolé, voilà, on a un petit peu débordé largement l'heure initialement prévue, mais en tout cas, j'espère que ça aura répondu à toutes vos questions. Et bien entendu, les services du centre de gestion sont à votre disposition pour les questions qui viendraient ultérieurement ou qui se poseraient à l'occasion de cette session de promotion interne. Voilà, il me reste à vous souhaiter eh bien, une excellente journée, à vous dire à bientôt sur un prochain petit déj QVT ou par d'autres biais. Merci Rose de m'avoir accompagné. Je t'en prie, c'était bien agréable. Voilà, Une et donc nouvelle expérience. très bien, et donc bonne journée à tous et, eh ben déjà bon week-end. Merci À à très tous. Au bientôt. revoir. Au revoir, à bientôt.